Bonjour à tous, je suis Marion Butler, je fais partie de 50 Partners, qui est un accélérateur de start-up, et aujourd'hui je suis venue vous parler de communiquer efficacement pour raconter et vendre son projet. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur 50 Partners. 50 Partners, on est un accélérateur de start-up basé à Paris. On existe depuis un peu plus de 10 ans et notre but est d'accompagner les projets sur le digital, l'impact, la santé, dans tout leur parcours et jusqu'au succès. Donc depuis un peu plus de 4 ans, j'accompagne des startups, un grand nombre de startups, quelle que soit la maturité, comme je vous disais, quelle que soit la nature de l'activité, et je les accompagne dans leurs échanges business avec les grands groupes. Je vais essayer du coup au travers de cette intervention de vous donner un petit peu de feedback, vous donner un petit peu de perspective sur cette activité et puis pour pouvoir décrire un petit peu comment communiquer efficacement et puis vendre son projet auprès de ces grands groupes. Ce sujet, je le trouve passionnant parce qu'il recouvre plusieurs réalités. Tout d'abord, à qui parle-t-on ? La cible est-elle B2B, business to business, et on parle à des grands groupes? Est-ce qu'elle est B2C, business to consumer, et à ce moment-là, on parle plutôt à des personnes? Et je trouve que la réalité est bien différente pour communiquer efficacement quand on prend la cible B2B ou la cible B2B. J'ai donc décidé de traiter ce sujet sur deux axes majeurs qui dessinent à peu près deux scénarios, deux angles d'attaque pour raconter comment vendre son projet. Le premier, c'est raconter de belles histoires avec des grands groupes et entre des grands groupes et des startups, c'est-à-dire quelle est la mécanique vertueuse pour développer au quotidien son business avec ces grandes entreprises. Cet axe, il est clairement B2B. Et pour développer les perspectives autour de l'axe business to consumer, j'ai décidé de laisser la parole à un entrepreneur de 50 Partners. Il s'appelle Stanislas Gruot, il est cofondateur de Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure sur une dynamique responsable. Donc revenons à notre sujet et moi je vais prendre vraiment l'axe de comment raconter de belles histoires entre des startups et des grands groupes. Depuis plus de 4 ans, j'ai accompagné plus d'une centaine de startups dans leurs discussions avec ces grandes entreprises et dans leur démarche d'innovation, quel que soit leur domaine, la cybersécurité, la data, l'IA, les RH, la supply. Mon but à moi, c'est de leur faire raconter de belles histoires et de réunir toutes les conditions favorables à ce que ces belles histoires puissent avoir lieu. Donc ma démarche vise tout d'abord à aller trouver la bonne personne sur le bon scope dans un timing favorable. Pour faire ça, j'ai créé une communauté d'innovation autour de ces grands groupes, des grands groupes enclins en tout cas à innover. Et puis c'est au sein de cette communauté qui réunit maintenant à peu près 200 acteurs et 200 membres qu'on écrit les belles histoires dans l'accélérateur dont je fais partie qui s'appelle 50 Partners. Donc ces acteurs, ils viennent de la banque, de l'assurance, des mutuelles, du retail, des télécoms, de la santé, des médias, etc. Ce qu'on peut dire en tout cas sur ce sujet d'aller raconter, vendre son projet auprès des grands groupes, c'est que il y a deux acteurs majeurs et il faut bien sûr les prendre en considération. D'un côté les startups et de l'autre les grands groupes. Et ces deux acteurs, on va dire, n'ont pas les mêmes modalités, n'ont pas les mêmes façons d'avancer, n'ont pas la même agilité. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment les uns se positionnent avec les autres. Et ça a été encore plus intéressant pendant la crise sanitaire, puisque effectivement, ça a apporté pas mal de préjudices aux alliances qui étaient en cours entre les startups et les grands groupes. Les collaborations ont parfois été annulées, voire même reportées. Cette période d'incertitude, elle a mis quand même en évidence une sorte de déséquilibre entre ces deux acteurs, les startups d'un côté et les grands groupes de l'autre. La start-up, il est clair qu'elle apporte de l'agilité, de l'innovation, parfois même des modèles complètement disruptifs. Et plus que jamais, les startups françaises, elles attirent les talents, françaises et autres d'ailleurs, elles attirent les talents, elles attirent les investisseurs, mais elles attirent aussi les grands groupes, puisque ça donne vraiment les perspectives et des belles perspectives de se réinventer. Et puis ça leur permet aussi d'avoir une empreinte et une légitimité en termes d'innovation. Et c'est parfois pour ça que ces grands groupes font la démarche d'aller rencontrer des startups. À l'inverse, les grands groupes, elles ont l'image un peu d'un paquebot en pleine mer. Elles sont moins agiles, mais beaucoup plus robustes. Elles ont des process, elles ont des organes de décision qui parfois freinent un petit peu les relations. Ces grandes entreprises, elles sont le moteur de l'économie et c'est sûr et c'est une évidence que toutes les startups du B2B, donc du business to business, ont eu et ont un jour eu la vocation de se rapprocher de ces grands groupes pour créer des relations long terme. Donc quelle démarche adopter ? Quels sont les facteurs clés de succès? Comment s'y prendre en fait? En fin de compte, si on essaie de raconter l'histoire. Il ne suffit pas de mapper les acteurs, de faire des mises en relation, sinon ce serait beaucoup trop simple.
Donc je vais essayer au travers de mon intervention de vous donner un petit peu des bonnes pratiques, des enseignements que j'ai pu assimiler au fil des années. Pour être un peu plus efficace et assez clair, j'ai décidé de prendre un axe tout simple, 3 pronoms personnels, le je, le vous, le nous. Le je étant la start-up, le vous étant le grand groupe et le nous étant l'histoire qu'on pourrait raconter ensemble. Si on parle de la start-up, donc le je, je pense que la première démarche, et ça paraît parfois une évidence, mais c'est parfois une étape qui est un peu passée rapidement par les entrepreneurs, c'est vraiment de raconter tous les sujets qui tournent autour de la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est quoi? Ça paraît souvent lambda, mais c'est dire et raconter qui suis-je, quelles sont mes valeurs, quel est mon ADN et ma vocation, qui incarne le projet, quelles sont les forces et les faiblesses au sein de mon équipe, et puis aussi en quoi je me différencie de mes concurrents. Et puis il y a la question centrale autour de cette plateforme de marque du pourquoi, et j'aime bien la démarche de se poser plusieurs fois pourquoi on fait les choses, les uns à la suite des autres, pour aller chercher vraiment quel est le cœur de notre ADN et notre vocation. Une fois qu'on a réfléchi à tous ces sujets, mais de fond, je pense qu'il y a l'intérêt de présenter les choses en mettant en avant le fond, mais aussi la forme. C'est-à-dire que si j'ai une bonne compréhension de mes enjeux en tant qu'entrepreneur, de ma place dans le marché, de ma position concurrentielle, et ben je suis à même normalement de bien exprimer et clairement présenter mon projet. De la même façon, je dois pouvoir synthétiser assez clairement les principaux KPI, donc Key Performance Indicators, donc des indicateurs qui me permettent de donner de la visibilité sur mon reporting, sur mon activité. Et je dois pouvoir en parler librement auprès de ces grands groupes. Enfin, il y a l'idée de pouvoir se raconter autour d'une phrase. On appelle ça la one sentence speech. En tout cas, c'est le fond et la forme sont réunis dans cette phrase unique qui est censée définir en profondeur qu'est-ce qu'une start-up et à quoi elle a vocation. Cette phrase, elle est assez simple, mais parfois elle est un petit peu abordée de manière rapide. Et puis on rentre parfois dans les moyens, parfois dans les personnes à qui on parle, mais en fait on ne comprend pas tout à fait exactement de quoi il s'agit quand on rencontre les startups. Donc je vais vous donner un exemple de comment se raconter en une phrase. Je vais prendre l'exemple d'une startup que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois qui s'appelle Uptel. Uptel, c'est une solution de formation immersive. Il propose des modules pour aider les collaborateurs des grands groupes à monter en compétences sur différents sujets. Voilà ce qu'on pourrait raconter en une phrase autour de Uptel. Moi, je dirais, parce que nous croyons en l'avenir de l'immersive learning et du marché qui représente X millions d'euros, peu importe le chiffre, nous avons créé Uptel, qui est une solution SaaS de formation immersive permettant aux collaborateurs de se plonger dans leur espace de travail et d'apprendre, de s'entraîner avec des mises en situation et des cas pratiques. Dans cette phrase que je viens de vous raconter, j'ai mis différentes choses. La première chose, j'ai donné une vision du marché. Je l'ai même sizé, ce marché, en disant de combien est-ce qu'il représente. J'ai bien dit le nom de la start-up. J'ai décrit ma solution en 3-4 mots maximum. J'ai expliqué aussi pourquoi j'avais fait cette démarche, pour faciliter quoi, pour apporter une solution à qui, à quoi, et quels nouveaux usages par exemple. Et puis j'ai aussi donné de la prospection, des perspectives, c'est-à-dire que j'aurais pu finir ma phrase en disant « Demain, l'immersive learning permettra de former 10 fois plus vite en s'adressant au plus grand nombre et même en distanciel avec des modules innovants et sur mesure. » Voilà. J'ai donné tous ces éléments en une phrase et puis tout ça doit être assez condensé et un peu en résumé. Voilà, j'ai essayé de vous faire l'exercice pour donner des choses un peu plus concrètes. En tout cas, pour finir sur le fond et la forme, la présentation ne doit pas dépasser 5 à 10 minutes à mon avis, puisque sinon on perd l'attention. Maintenant, je voudrais passer au sujet du vous, l'entreprise, le grand groupe, la cible. Il va falloir trouver l'interlocuteur. L'interlocuteur au sein de ce grand groupe, nous, dans le jargon interne, on appelle ça le personae. Mais peu importe, en tout cas, c'est votre interlocuteur, il va falloir le trouver. L'idée, c'est pas d'ouvrir toutes les portes et d'essayer de présenter sa solution à tout le monde. Il faut ouvrir la bonne porte. À qui est-ce qu'on va changer le quotidien? À qui va être notre meilleur ambassadeur? Qui va être notre prescripteur? C'est hyper important de se poser la question. Ça peut être un prescripteur, ça peut être une tierce personne. Je fais office, par exemple, de prescripteur dans l'accélérateur dans lequel je travaille, puisque je vais être une sorte de facilitateur de l'écosystème business pour les startups. Je vais essayer de
leur ouvrir des portes plus vite, plus rapidement avec le bon interlocuteur. En tout cas, c'est important, je pense, d'être bien entouré quand on lance son projet et qu'on a envie d'entreprendre. Ça peut être par un accélérateur, mais ça peut être par n'importe quel autre tiers de confiance, ça peut être une personne tout à fait neutre, ça peut être un partenaire business, ça peut être un partenaire institutionnel. Vraiment, il n'y a pas de limite, en tout cas, dans la façon de se faire prescrire. Et la force du prescripteur, comme je le disais, c'est qu'il ouvre les portes plus vite et il permet de s'orienter un peu plus facilement. En tout cas, en interne, au sein des grands groupes, je pense que l'organe de décision la plus transverse et qui permet d'aller chercher ce bon ambassadeur en interne, ça reste la direction de l'innovation, puisque au sein des directions d'innovation, c'est leur rôle d'aller chercher les opérationnels et de pouvoir décliner et raconter de belles histoires entre les startups et ces grands groupes. Ça peut être aussi un directeur de la stratégie, du M&A ou le directeur d'un lab ou d'un accélérateur corporate, peu importe. En tout cas, mon but chez 50 Partners, ce sera le même que les autres prescripteurs, ce sera de me rapprocher de cet écosystème d'innovation et d'en apprendre beaucoup plus sur leur façon de travailler avec les startups. Je vais m'intéresser à 3 choses en particulier. Comment est-ce qu'ils s'organisent en interne, qui forme cette équipe, quels sont les rôles de chacun et quelle est sa vocation. Est-ce qu'il y a une vocation de vraiment créer des mécaniques de collaboration? Est-ce qu'il y a une vocation plutôt d'investir? Est-ce qu'il y a une vocation plutôt de communiquer? Ensuite, je vais essayer de regarder quelles sont les mécaniques et les process qui font vivre cette cellule d'innovation. Et pour ça, effectivement, je vais m'intéresser à leur historique, comment est-ce qu'ils ont historiquement travaillé avec les startups, par quelle étape est-ce qu'ils sont passés, et voilà, et de quoi est fait le process quand une startup vient toquer à leur porte. Et puis à la fin, je vais quand même aller chercher, on va dire, le cœur du réacteur, c'est-à-dire quels sont leurs sujets d'innovation prioritaires et sur quel sujet est-ce qu'ils ont envie d'avancer plus fortement et de donner une dynamique toute particulière. Voilà, c'est à peu près les 3 sujets en tout cas que je vais aller creuser et qui sont, je pense, intéressants à aller voir pour s'adresser à une bonne personne au sein d'un grand groupe. Ensuite, le nous. Le nous, c'est peut-être le plus intéressant. On rentre dans la phase la plus intéressante de l'histoire puisque c'est aider sa cible à se projeter, à créer une histoire en commun et leur dire voilà ce que nous pourrions faire demain ensemble. Une présentation standard, elle ne peut pas raconter ça. Le rôle du support, voilà, il a pour vocation de raconter cette histoire, mais de la personnaliser autant que possible. Il faut les aider à se projeter et commencer à raconter l'histoire pour eux. Donc, il faut leur dire que si demain nous travaillons ensemble, voilà ce que nous pourrions faire et réaliser. Leur donner des perspectives, des KPI, donc des indicateurs clés. Et je pense qu'un point structurant qui pourrait lancer un partenariat, c'est vraiment d'aller essayer de se poser toutes les questions qui pourraient déstabiliser et faire en sorte que la dynamique et la collaboration ne puissent pas prendre. Il faut, comme je le dis souvent, pouvoir désamorcer les bombes et en fait tous les points structurants qui pourraient empêcher la collaboration. Ensuite, voilà, j'ai envie de dire que ce cas d'usage dans lequel vous allez décliner l'histoire avec ce grand groupe, il devra recouvrir à minima ces sujets-là. Une bonne description du produit, de la solution ou du service, ça c'est une évidence. Quelles sont les modalités pour tester votre produit, votre service et comment se décline ce qu'on appelle le proof of concept. Et avoir le sentiment que collaborer avec ce grand groupe sera facile. Il ne faut pas que l'interlocuteur puisse déceler de la complexité à avancer avec vous. Donc il faut avoir un interlocuteur toujours clé, toujours le même, et puis montrer de la facilité dans cette mécanique-là. Et puis il faut bien savoir comment se démarquer de ses concurrents. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? L'idée, c'est pas d'aller détériorer la réputation de ses concurrents, c'est plutôt de dire nous, quelles sont nos vraies forces et en quoi on se différencie des autres et pourquoi il faut partir avec nous. La robustesse du projet, enfin, ce sera un des derniers axes, je pense, à mettre en avant. Il faudra montrer qu'on est robuste techniquement, financièrement, avec son équipe et avec des rôles clés au sein de son équipe et avoir la capacité de faire ce que les grands groupes attendent de ces projets, c'est-à-dire de passer à l'échelle. Après ces premiers meetings, voilà, on aura commencé sans hésiter la relation business et puis on sera rentré dans les discussions. Il ne faut pas hésiter, et ça c'est un conseil que j'ai eu il y a un petit bout de temps déjà quand je suis arrivée dans ce monde des entrepreneurs, à catégoriser la personne qu'on a en face de soi. Alors un meeting, dans un meeting, on ne sait pas encore à qui on va s'adresser. Bon, est-ce que c'est un dire innovation? Est-ce que c'est un opérationnel? Est-ce que c'est plusieurs personnes à la fois? Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à se demander dans quelle catégorie est-ce que je mettrai mon interlocuteur. Est-ce que ce sera un sceptique, quelqu'un qui va douter, qui va essayer de me déstabiliser, qui va essayer de me poser des questions vraiment clés pour me faire un petit peu trébucher?
Est-ce que ce sera un ami, donc quelqu'un qui va être complètement avec nous, qui va être totalement d'accord avec ce qu'on raconte? Est-ce que ce sera ce qu'on appelle un teacher, un professeur, donc plutôt avec un rôle d'expert et qui sait pas mal de choses dans son domaine? Ou est-ce que ce sera un facilitateur, donc quelqu'un qui va aider à tracer la voie et qui va ouvrir des portes avec la possibilité de prendre des décisions? Quelle que soit la catégorie de mon interlocuteur, il va falloir orienter son discours. Et ce qui est sûr, c'est que nous, d'un point de vue un peu naïf, on aimerait bien être entouré que d'amis et de facilitateurs parce qu'on pense que le trajet, en tout cas, et les collaborations qu'on pourrait faire avec ces grands groupes seraient plus faciles. Mais en fait, et c'est ça qu'on m'a enseigné, c'est qu'il y a plus d'intérêt à aller convaincre un sceptique ou à aller chercher à convaincre un expert pour avancer plus durablement dans une collaboration long terme. Voilà, ça c'est un petit enseignement rapide, mais que je trouvais intéressant. Bon, une fois qu'on a engagé ces relations, le premier meeting est passé, on a été en capacité de désamorcer, comme j'ai dit, toutes les bombes. Il va falloir être vigilant à plusieurs choses, c'est-à-dire garder le rythme. Il ne faut pas rester sans nouvelles. C'est très apprécié de la part des grands groupes de pouvoir relancer nos interlocuteurs. Ça ne veut pas dire le harceler, ça c'est autre chose. Ça veut dire le relancer avec intelligence et pertinence dans les temps qu'on s'était donnés. Il faut savoir que notre interlocuteur a plein d'autres sujets, a des roadmaps souvent opérationnels, a d'autres enjeux en interne. Donc il ne faut pas hésiter à le recontacter quand le temps est écoulé. Et puis, il faut aussi tenir le fil des discussions. Parce que ce qui est sûr quand on s'adresse à un grand groupe, c'est que les échanges, la traçabilité, c'est hyper important. Il faudra sûrement s'y reprendre à plusieurs fois, rencontrer plusieurs interlocuteurs différents. Et il faudra pouvoir lui donner de la visibilité sur les discussions qui ont eu lieu. Avoir un reporting fidèle des échanges qui ont eu lieu, avoir de l'historique et puis aussi du feedback sur ce qui a pu se passer, surtout quand les personnes ont changé de poste ou ont peut-être parfois quitté l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il y a tous les sujets de relance et d'accélération qui sont hyper intéressants. Quand je parle de relance, d'accélération, c'est pouvoir remettre ce sujet au goût du jour, le remettre sur la table des discussions quand les choses n'ont pas avancé favorablement. L'avantage d'être bien entouré, je reviens sur ce sujet d'être entouré, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur ce tiers qui va aussi décortiquer l'écosystème, vous aider à avoir de la visibilité sur les échanges que vous avez pu avoir avec ces interlocuteurs un peu privilégiés. Il va pouvoir être extérieur, sans implication directe dans votre projet. Et ça, c'est vraiment un peu un quick win, quelque chose qui va vous faciliter la tâche, en tout cas, pour aller rentrer dans des discussions avec ces grands groupes. Une belle histoire, en tout cas, c'est une histoire qui s'étoffe, qui s'inscrit sur le long terme et dans le temps, donc ça c'est hyper important. Et pour ça, c'est sûr qu'il va falloir faire preuve de résilience, c'est une évidence. Parfois, repenser tous ces sujets ou une partie de sa solution, et c'est vrai que c'est parfois perturbant, mais en tout cas, des belles histoires, il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans le temps et qui font maintenant du sens. J'espère vous avoir donné des pistes intéressantes à explorer pour raconter de belles histoires avec ces grands groupes qui sont parfois si différents des startups et des entrepreneurs, mais qui cherchent aussi dans la même dynamique à innover. Je finirai en disant que ces échanges sont pour moi de la plus grande importance pour permettre aux startups, bien sûr, de vendre leurs solutions, de trouver des partenaires long terme, et ça, c'est vital pour des startups qui vont travailler en B2B, donc je rappelle en business to business, et qui vont aller s'adresser à des grands comptes. Mais c'est aussi hyper important et structurant pour ces grands comptes qui vont essayer d'aller bouger les lignes en intégrant tout ou partie des solutions de ces startups pour innover et essayer d'aller chercher de nouveaux axes d'innovation avec ces collaborations. Voilà, maintenant qu'on a fait une immersion dans le monde des grands comptes, qu'on a un peu ouvert le capot et qu'on a essayé de raconter comment entreprendre, j'aimerais passer la main à un entrepreneur de 50 Partners, l'accélérateur pour lequel je travaille. Il s'appelle Stanislas Gruot. Il est cofondateur d'Explora Project. C'est une agence de voyage d'aventure responsable. Et puis, depuis plus de 2 ans, Stanislas, il n'a de cesse que de faire parler d'Explora au travers de ses interventions, au travers de posts, de communication sur les réseaux sociaux où il est très présent. Et c'est tout ça pour vous dire que la mécanique est très différente quand on s'adresse à un grand compte ou quand on s'adresse à un consommateur. Et voilà, j'aimerais vraiment lui donner la main pour qu'il puisse nous partager son expérience, ses succès, mais aussi ses échecs, et qu'il puisse contribuer à vous raconter comment vendre son projet au travers d'Explora.
Bonjour à tous, je suis Stanislas Gruot, je suis le CEO et le cofondateur d'Explora Project, la travel tech du voyage d'aventure responsable créée il y a 3 ans maintenant. Je suis là pour vous parler du thème comment communiquer efficacement pour raconter et vendre son projet et je vais le faire avec le prisme du personal branding, capacité à raconter son histoire, notamment sur les réseaux sociaux, pour incarner sa marque auprès du plus grand nombre. Tout d'abord, je reviendrai sur la définition du personal branding. Je suis donc là pour vous expliquer comment les réseaux sociaux peuvent donner du relief à votre marque et permettre plusieurs choses. Tout d'abord, permettre d'augmenter le nombre de sessions de trafic organique sur votre site internet, vous permettre également de créer un engagement auprès d'une communauté et d'exprimer enfin toutes les valeurs de sa marque et de les transmettre au plus grand nombre par un biais qui ne soit évidemment pas commercial. Pour ces trois aspects-là m'ont semblé importants et j'ai décidé il y a 18 mois d'incarner le visage d'Explora sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, après 18 mois, tout réseau confondu, j'ai réussi à créer une communauté de 30 000 followers avec un engagement qui est très important et d'avoir, toutes plateformes confondues, près d'1 million de vues des publications que je fais par mois, ce qui permet d'augmenter de manière importante le trafic qu'il y a sur le site Explora et sur la marque que j'ai créée. Cette stratégie de personal branding vient du fait que les gens s'attachent davantage à une personne qu'à une marque et donc être le visage de votre marque permet de passer certains messages qui est plus compliqué de passer avec un compte de marque ou avec un compte de marque qui est nécessairement un peu plus commercial. Donc la première étape, c'est déjà de faire un travail préalable sur soi pour savoir exactement qui tu es et donc dans un deuxième temps quel message tu pourras apporter. Ce travail préalable, on peut l'aborder de différentes manières, avec le MBTI, avec l'Ikigai ou simplement à peu près à décortiquer les blocs de sa vie, mes passions, mon métier, mon histoire personnelle pour réfléchir autour des quelques messages principaux est-ce que tu pourras apporter à ta communauté et derrière quelles valeurs tu pourras incarner pour ta marque et quel message tu pourras passer pour ta marque. La deuxième étape, ce serait de réfléchir à quelle personne facilement identifiable est-ce que tu vas pouvoir créer sur les réseaux sociaux. Le plus important est bien sûr l'authenticité, d'être soi-même, mais néanmoins il est quand même important de réfléchir aux points que tu veux faire ressortir et aux points que tu peux gommer ou qui n'apportent pas grand-chose au message que tu veux passer. Créer un personnage facilement identifiable, c'est important. On trouve plusieurs tips sur les réseaux sociaux pour être capable de le faire, ou alors des tips de langage, une manière de s'introduire ou de conclure ces messages un peu de la même manière. Pour moi, c'est souvent salut à tous, et je finis par on lâche rien. Et cette petite signature fait que mes vidéos et mes contenus sont facilement identifiables. Ça peut être également une touche qui serait vestimentaire ou un langage ou une manière de parler ou un fond uniformisé derrière toi. En tout cas, quelque chose qui va tout de suite permettre d'être reconnaissable parmi plusieurs. Ensuite, le troisième élément, ça va être de savoir quel message exactement est-ce que tu vas porter, à quoi est-ce que tes interventions vont servir et l'idée n'est pas évidemment de savoir qu'est-ce que tu veux dire de ta marque, mais d'abord d'apporter du contenu qualitatif aux gens qui vont te regarder. Si tu es créateur de valeur, si tu leur apportes de la valeur, alors la communauté va grandir, un lien va se créer, un engagement sur lequel tu vas pouvoir capitaliser pour échanger dans un deuxième temps sur ta marque ou indirectement sur ta marque. Donc la première question à se poser est quelle valeur ajoutée est-ce que tu peux apporter aux gens, à quoi est-ce que tu vas leur servir. Par exemple, pour moi, je donne des conseils pour entreprendre ou pour lancer un projet tous les jours. Le conseil du jour de 15 secondes, qui est le format aujourd'hui que j'utilise sur les réseaux, et j'ai essayé plusieurs autres formats. Le format précédent était un peu plus long. C'était un journal de bord où chaque semaine je donnais ma météo intérieure et les projets sur lesquels je travaillais. Donc c'est important en tout cas que tu réfléchisses à la fois quel support tu vas utiliser et quel message tu voudras apporter, quelle valeur tu vas apporter aux gens. Et donc moi l'idée c'est de me dire je mets mon énergie de sportif et d'entrepreneur pour accomplir des grandes choses grâce au mental et je vais t'aider à réaliser tes projets à toi en te donnant mes tips et mon énergie au quotidien. Donc ça c'est mon message global et ma communication, mais il peut y en avoir tout un tas de différents en fonction de ta personnalité, en fonction de ta marque que tu souhaites mettre en avant. Ensuite c'est bien sûr quel contenu est-ce que tu vas apporter à l'écran, de quoi est-ce que tu vas parler, une fois que tu as défini à quoi est-ce que tu vas servir, donc quel type de contenu, quel format et comment tu vas pouvoir le créer de manière régulière, puisque c'est ça bien sûr on va dire
l'autoritarisme de l'algorithme des réseaux sociaux, c'est qu'il faut avoir cette régularité-là. Quel message tu vas apporter, sous quel format? Là, c'est fonction de plusieurs choses. Ta disponibilité, le temps que tu as pour le faire, tes capacités techniques à faire des montages, des photos, vidéos, etc. Et l'organisation de ta journée, où est-ce que tu vas pouvoir prendre ces contenus, comment tu vas pouvoir t'organiser. Donc c'est important de ritualiser sa création de contenu dans chaque semaine, peut-être pas dans chaque journée, mais au moins dans chaque semaine, pour avoir tes moments de création de contenu dans un cadre donné qui va te permettre d'efficacement créer ce contenu-là et que ce soit pas un fil à la patte qui te suive. On voit beaucoup trop souvent des entrepreneurs qui veulent se lancer dans cette stratégie de personal branding sans avoir bien réfléchi à leur calendrier ou leur process de création de contenu et qui après quelques jours, quelques semaines se trouvent englués dedans, ne sont pas capables de fournir le rythme et la régularité de contenu qui est nécessaire pour pouvoir percer sur les réseaux sociaux et porter son message au plus grand nombre. Et finalement, à petit feu, cette stratégie de personal branding s'éteint et la conclusion est parfois ça ne marche pas, alors qu'en fait la vraie réalité c'est le process n'était pas posé et n'était pas en phase avec le temps que tu as, les capacités que tu as et l'argent que tu souhaites ou qu'il faudrait y consacrer. Une fois qu'on a réfléchi donc à la forme, qu'on a réfléchi au fond, il est important d'y mettre une émotion si on veut que le message soit transmis de manière correcte, et c'est ça aussi la règle des réseaux sociaux, se mettre à nu d'une certaine manière, et il faut avoir réfléchi à dans quel cadre est-ce qu'on est capable de porter cette émotion-là. Pour certains c'est une émotion de joie, pour d'autres c'est une transparence absolue des émotions qu'ils ressentent, pour d'autres c'est une capacité à uniquement montrer les succès, enfin ou en tout cas un biais à uniquement montrer les succès, ce qui marche moins bien et ce qui est un peu le tort de beaucoup de stratégies de personal branding et qui est un peu mon tort aussi. Et idéalement, on est capable aussi de montrer les échecs, et les échecs avec les leçons des échecs sur lesquels on va pouvoir rebondir. Donc, le fond, la forme, une dose d'émotion, c'est vraiment la méthode pour que les messages soient pertinents et puissent bien passer. Ensuite, il est important de trouver le canal de distribution. Quel message va être passé, ça va dépendre bien sûr de la cible et de la stratégie de la marque, c'est-à-dire que la marque a quel public, quel est le public B2B, B2C que vous voulez aller chercher et quel est le réseau social qui est le plus adapté à cette marque. Entre un Facebook, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn, un TikTok ou YouTube, les stratégies vont être vraiment différentes. La nécessité, la création de contenu et la sophistication des contenus va être aussi différente et c'est très important que évidemment les contenus et les canaux que vous choisissiez soient vraiment en phase avec la typologie de personnes que vous souhaitez toucher. Ça va de soi que LinkedIn est beaucoup plus adapté pour le B2B, quand Instagram, Facebook ou encore YouTube vont être beaucoup plus adaptés au B2C bien sûr. Ensuite, il est assez vite question mais de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir nourrir sur la longueur cette stratégie de personal branding. Et je pense que c'est important de comprendre que ce qui intéresse les gens, c'est pas juste la photo finale, c'est-à-dire le partage de ce bel article des Échos ou du Figaro qui parle de votre société, mais c'est bien tout le process pour y arriver. Les questions, ce que se demandent les gens, c'est vraiment quel est le process pour arriver à ce résultat final, par quelles étapes cette personne est passée, et c'est en s'attachant finalement à votre personne et à votre capacité à donner un peu de vous-même et à partager les étapes par lesquelles vous êtes passé, qu'il va y avoir cet engagement de la communauté, cette envie de vous suivre, qui dans un deuxième temps va se projeter vers la marque et en disant si cette personne me partage ça, dans sa générosité, dans sa capacité à analyser ce qui s'est passé, eh bien je m'identifie un peu à cette personne, je respecte en tout cas sa manière de réfléchir et je transpose cette affection sur la marque qui peut se transmettre par un acte d'achat dans un second temps. Et donc dans les types de contenu qu'on veut évoquer, c'est vraiment tout ce process, toutes ces étapes et tout ce passage, et donc c'est important de documenter son process et donc de prendre des vidéos, prendre du contenu à n'importe quelle étape de la réalisation d'un projet, de sa phase de réflexion, brainstorming, idéation, jusqu'à son développement, jusqu'à son growth et jusqu'à son résultat final. C'est toutes ces étapes-là qui vont beaucoup intéresser les gens. Alors, je prends un exemple type. Plutôt que de vous prendre en photo en disant « j'ai fait cette conférence, c'était génial », ça peut être très intéressant, en fait, d'un post que vous auriez fait, de le démultiplier en 4 ou 5 posts. On m'a contacté pour faire cette conférence, ça a créé tel état émotionnel en moi, je suis hyper content, j'avais envie de vous le partager. Je vais prendre papier-crayon et je vais réfléchir à ce que je pourrais partager dans cette conf. Voilà les idées que j'ai eues, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez des idées, ça crée une interaction et un engagement. Ensuite, je prends le train, je me rends à cette conf, je suis un peu stressé, voilà ma méthode quand je suis stressé, et voilà les petits tips que je peux vous donner. Et ensuite, 3, 2, 1, c'est parti, action, il y a le moment de la conférence et vous aurez tout au long du process engagé des gens qui seront hyper contents pour vous, qui vous auront donné peut-être des tips tout au long de cette phase de préparation et à qui vous avez montré que c'était pas toujours facile et que
toute photo, on va dire, de victoire ou de succès a son corollaire de travail et de stress en amont parfois. Et c'est ça la vraie vie. Et c'est ça ce que cette stratégie de personal branding doit donner à montrer, c'est la vraie vie et rien d'autre. C'est finalement une stratégie qui s'adapterait au B2C comme elle peut s'adapter aujourd'hui au B2B. On connaît beaucoup de personnes qui utilisent ces stratégies-là et à succès. On connaît Justine Hutto avec Respire, Guillaume Gibaud avec le slip français, même Grégoire Gambato avec Germinal en son temps. On a aussi Guillaume Moubèche, on a bien sûr Anthony Bourbon avec Feed et j'en passe. Donc je pense que cette stratégie aujourd'hui est adaptée finalement à beaucoup, on va dire, touche principalement les moins de 45, moins de 50 ans et est en train de se répandre. Ça devient une norme. Aujourd'hui on achète dans l'idée des valeurs et une histoire personnelle plus qu'un produit. Et donc ça, je crois que le personal branding permet de vraiment mettre ça en avant à l'écran et de l'animer sous différents formats au quotidien. Voilà, si vous voulez d'autres conseils, vous pouvez me trouver sur les réseaux, Stanislas Gruyaud. Je pense que vous me trouverez. Si vous appréciez mon contenu, j'en serai ravi. Voilà, on lâche rien, merci.